Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. On s'interroge cette semaine sur la visite de Carrie Lam à Pékin. La chef de l'exécutif hongkongais s'y rend plusieurs fois par an. Mais quel sens donner plus spécifiquement à cette visite au moment où la cité d'État est en train de basculer? Nous tenterons d'y répondre dans cette édition. Et puis les Libanais dans l'attente toujours d'un futur Premier ministre. Des consultations doivent être menées en ce sens au Parlement. Mais en attendant, c'est tout le système économique et politique du pays qui est en train de s'effondrer. Cap d'abord sur Hong Kong, alors que la cité-État, je le disais, s'enfonce dans la crise. La chef du gouvernement local est attendue ce week-end à Pékin. Elle y passera plusieurs jours. Carrie Lam est officiellement appelée à rendre des comptes au président Xi Jinping. Depuis le début de la fronde, il y a 6 mois, le rapport de force est toujours engagé. On va revenir donc plus largement et plus précisément sur cette situation avec notre correspondant à Pékin, Charles Pellegrin. Bonjour à vous, Charles. Merci de nous accompagner pendant cette émission. Puis Gauthier Rybinski, lui, est à mes côtés sur ce plateau. Bonjour à vous, Gauthier. Merci également de nous accompagner aujourd'hui. Alors, avant de lancer notre réflexion, je vous propose d'écouter Carrie Lam, la chef de l'exécutif local. Elle s'exprimait il y a 2 jours lors d'un tout dernier point presse et vous allez voir qu'elle ne semble absolument pas disposée à céder. On l'écoute et on se reparle. Si une demande particulière nous oblige à nous écarter de la loi, à ne pas faire respecter l'état de droit à Hong Kong ou à faire des choses qui dépassent les pouvoirs du chef de l'exécutif, je ne pourrai accepter ces demandes simplement dans le but de satisfaire les aspirations des gens. Voilà donc pour l'extrait de cette toute dernière conférence de presse donnée par Carrie Lam il y a quelques jours. Charles, je le disais, elle se rend donc à Pékin. Elle s'y rend au moins 3 fois par an pour rendre compte de ce qui se passe à Hong Kong auprès du président. Mais vu le contexte de très grande tension que l'on connaît et qui dure depuis 6 mois maintenant, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de cette rencontre? Elle sera confortée dans sa position comme elle l'a été jusqu'à présent ou alors elle risque là vraiment d'être remerciée? Eh bien, il y a eu quelques rumeurs de remerciements de Carrie Lam depuis un certain temps, notamment après sa défaite cuisante aux élections de district du camp pro-gouvernement, avec 17 des 18 districts de Hong Kong qui ont basculé du côté du camp pro-démocratie, un vrai camouflet pour les autorités à Hong Kong. Alors, en plus de cela, Xi Jinping et Pékin avaient donné comme ordre, comme directive à la chef de l'exécutif hongkongais de faire baisser durablement la violence à Hong Kong. Ça n'est pas encore le cas. Et en plus de tout cela, il commence à y avoir des critiques de plus en plus fortes de Carrie Lam qui viennent pas du camp pro-démocratie, mais cette fois du camp pro-Pékin, qui trouve qu'elle n'est pas assez dure sur les manifestants. Donc de nombreuses raisons de penser qu'elle pourrait être remerciée, mais il y a aussi des arguments pour dire qu'elle restera dans sa position. En effet, elle avait déjà essayé de démissionner plusieurs fois, si on en croit les médias hongkongais, mais Pékin avait refusé ces démissions. En effet, il s'agirait d'un aveu de faiblesse de la part de Xi Jinping d'accepter ce genre de démission, car lui avait choisi Carrie Lam pour ce rôle de chef de l'exécutif. Et ça pourrait aussi ajouter davantage d'incertitude dans un contexte avec beaucoup de risques, dans un contexte assez compliqué pour la Chine en ce moment, notamment avec cette opposition avec les États-Unis sur la scène internationale. Et en plus, avec une échéance assez importante, ce sont les élections législatives qui arrivent en septembre 2020. Alors, il y a justement cette échéance et ce scrutin annoncé pour 2020 dont nous parlait à l'instant Charles. Gauthier, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, à l'issue de cette rencontre, la Chine continentale, le président Xi Jinping décide d'accélérer, de passer à l'offensive? On avait imaginé un temps, un déploiement, une intervention de l'armée, des images de propagande avaient été largement diffusées. Qu'est-ce qui fait que finalement, cette armée ne soit toujours pas déployée? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que d'abord Pékin tient à cette place financière et que casser cette place financière, ça serait se mettre un bout de bois dans la chaussure pour Pékin. Donc ça, c'est
vraiment, c'est une raison magistrale, puisque c'est pour Pékin une ouverture sur les marchés financiers internationaux que la Chine n'a pas forcément. Et donc Hong Kong est quand même une porte d'entrée tout à fait conséquente. En plus de ça, vous avez quand même 250 000 personnes qui travaillent à Hong Kong dans ce secteur-là. Ces personnes, on ne peut pas les remplacer du jour au lendemain. On ne peut pas trouver des remplaçants en supposant donc que la Chine intervienne militairement. Ça n'est pas très facile. Charles le disait aussi, il y a le contexte de la guerre commerciale avec Donald Trump, avec les États-Unis, et avec ce risque que Donald Trump, une fois ne serait pas coutume, agisse de manière vertueuse en rajoutant des sanctions à cause de cette affaire des droits de l'homme. Une dernière raison, qui est peut-être pas la plus importante, mais en tout cas qui a trait à l'image de Pékin, c'est évidemment le souvenir de Tiananmen. Et là, il y a plusieurs réflexions, angles qui entrent en ligne de compte. C'est que d'abord, il faut être absolument certain de ce que l'armée fait. En 89, Tiananmen, les soldats qui étaient stationnés à Pékin n'ont pas voulu intervenir. Il a fallu en chercher en Mongolie intérieure pour pouvoir mener à bien la répression. Donc il y a cela aussi qui joue, et le fait aussi que plus Pékin est sur le devant de la scène sur le plan commercial, plus elle est plus vulnérable d'une certaine façon. Plus elle est vulnérable parce que précisément, elle n'est pas à l'abri d'un certain nombre de rétorsions, de représailles sur le plan commercial. Donc il y a plus finalement d'enjeux et de risques qu'à laisser traîner une situation, tout du moins pour l'instant. Pékin préfère cette espèce de huis clos hongkongais. Et au moment sans doute où on le rappelle aussi, tous les médias, en tout cas tous les regards sont tournés vers Hong Kong et suivent de très près les événements qui s'y déroulent en ce moment. Charles, ce bras de fer entre le gouvernement local, la Chine continentale, le mouvement pro-démocratie, il s'est installé dans le temps, il dure depuis 6 mois maintenant, 6000 arrestations, le mouvement a basculé tout de même dans une phase radicale. Les forces de l'ordre aussi, qui répriment. On l'a également vu sur des images qui nous sont parvenues. On est clairement là dans une sorte de rupture, de défiance entre les citoyens hongkongais et les forces de l'ordre, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Oui, en effet, avant ce mouvement de contestation, la police hongkongaise avait la réputation d'être, et se donnait elle-même la réputation d'être la meilleure d'Asie. Hong Kong était vu un peu comme une cité modèle en termes de sécurité. Cela a complètement changé depuis le début de la contestation, il y a 6 mois. Le lien de confiance entre la population et les forces de sécurité, la police, est complètement rompu. Et on a du mal à imaginer si la dynamique continue de la façon qu'elle a continué de la même façon depuis 6 mois. La frange radicale du mouvement pro-démocratie va continuer à se radicaliser, tout simplement parce que leurs demandes n'ont toujours pas eu de réponse. Leurs 5 demandes, il y en a une qui a reçu une réponse de la part du gouvernement, celle sur le retrait de la loi d'extradition, mais il reste encore cette commission d'enquête indépendante sur les violences policières, l'amnistie pour toutes les personnes arrêtées, la qualification d'émeute pour la manifestation pacifique du 12 juin et bien sûr le suffrage universel. Tant que ces demandes-là n'ont pas de réponse, eh bien, la frange radicale va continuer à essayer de nouvelles stratégies violentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, jusqu'à présent, il y a encore un front uni entre les modérés et les radicaux. Pour l'instant, quand on va parler aux Hongkongais, quand on va parler au mouvement pro-démocratie, ceux qui sont plus modérés, plus pacifiques, continuent de justifier, d'expliquer les agissements des plus violents. Alors ce rapport de force qui va donc se poursuivre, Gauthier, on sait que la communauté internationale, par tradition, par devoir, peut-être aussi parfois d'ingérence, prend à bras-le-corps certains dossiers, certaines situations-là. C'est un silence quasi assourdissant de la part de la communauté internationale. Emmanuel Macron était il y a quelque temps à Pékin, mais le dossier hongkongais finalement n'a pas été évoqué très très longtemps. Alors vous savez toujours, ceux qui vont à Pékin et qui parlent d'un dossier gênant, le font par devoir, vous avez raison, et puis on peut dire la chose d'une manière assez vulgaire, c'est que du côté chinois, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais on peut avoir bonne conscience en disant j'en ai parlé. Là, ce qui complique la chose, c'est qu'évidemment, il s'agit de la Chine et de son pouvoir à la fois connu et de son pouvoir méconnu, c'est-à-dire le pouvoir d'influence aussi, qui passe par les réseaux sociaux. Et puis, finalement, la peur de rappeler une chose très simple quand même, qui date de 1984, c'est la déclaration commune de 1984, qui est le traité de rétrocession
du Royaume-Uni à la Chine, Hong Kong. Ce traité stipule qu'il y a des règles différentes et qu'à Hong Kong, les règles de l'état de droit sont valides. Il suffirait de le rappeler, enfin il suffirait, non, il faut le rappeler à Pékin pour bien montrer que cette chose est gravée dans le marbre et qu'elle n'est pas négociable. Si vous voulez, la chose qui m'apparaît, moi, le plus compliqué et en même temps la plus intéressante, c'est que finalement, qu'est-ce que vous avez à Hong Kong? Nous, dans nos démocraties occidentales, on a des phénomènes populistes avec des gens qui vous disent « oui, mais les droits de l'homme, tout ça, c'est galvaudé, ça n'a pas d'intérêt, ce qui compte, c'est l'identité ». Qu'est-ce que vous avez à Hong Kong? Vous avez des gens qui se battent pour leur liberté, précisément, et qui ont choisi de parler de la liberté de façon universelle, beaucoup plus que de mettre le petit doigt sous la couture du pantalon identitaire. C'est-à-dire qu'avant de se battre pour une identité chinoise, ce qu'ils sont, personne ne le conteste, eux-mêmes ne le contestent pas, mais avant de se battre sur cette identité chinoise, ils sont avant tout actifs pour les libertés et pour la considération de l'individu humain. C'est quelque chose qui paraît totalement ringard pour certains. Hong Kong le remet à la valeur du jour, et au goût du jour, et c'est ça qui est important, et c'est finalement ce pourquoi les Occidentaux, et l'Europe par exemple, est tellement gênée face à cette histoire, parce qu'elle n'a pas les pouvoirs d'agir, les moyens d'agir, et en même temps c'est quelque chose qui touche ce que devrait être son disque dur, pour prendre un mot à la mode, ça touche directement ce qu'est l'essence des Européens, et encore une fois, ils ne sont pas capables de faire valoir la profondeur de cette essence et de ce qui en découle. Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous Charles, merci de votre intervention depuis Pékin. Merci encore Gauthier, merci à vous. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après un rappel de l'actualité. Restez avec nous.